En Côte d'Ivoire, s'est tenu ce lundi à Daoukro le 6e congrès extraordinaire du PDCI. Ce congrès est intervenu au lendemain d'élections locales tendues et alors que la rivalité avec son ex-allié du RHDP est à son paroxysme. En Ouganda, le président Yoweri Museveni s'est rendu dans le district de Bududa, situé dans l'est du pays. C'est dans cette localité que la crue subite d'une rivière a provoqué un glissement de terrain, tuant 43 personnes. Et puis au Sénégal, le secteur de la justice est paralysé depuis 2 semaines. Aucun document administratif n'est délivré. À travers ce mouvement de débrayage, le personnel de la justice réclame le respect des accords signés avec le gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, s'est tenu ce lundi à Daoukro le 6e congrès extraordinaire du PDCI. Un congrès qui intervient au lendemain d'élections locales tendues et alors que la rivalité avec son ex-allié du RHDP est à son paroxysme. Le parti est également traversé par des dissensions internes et la fronde d'une partie des cadres restés favorables à l'adhésion du parti unifié. Les détails. 6e congrès extraordinaire du PDCI. Les assises prévues pour ce lundi à Daoukro interviennent au lendemain d'élections locales tendues et alors que la rivalité avec son ex-allié du RHDP est à son paroxysme. Le congrès du parti est également traversé par des dissensions internes et la fronde d'une partie des cadres restés favorables à l'adhésion au parti unifié avant 2020. Baptisé Congrès de la stabilité et de la clarification par ses organisateurs, ces assises se tiennent dans un climat d'incertitude pour le PDCI qui, comme les autres forces politiques, ne connaît pas encore les résultats officiels complets. Toutefois, les résultats partiels montrent que le parti d'Henri Konan Bédié réussit pour le moment à se maintenir. La rivalité avec l'ex-allié RHDP sera donc au cœur de ce congrès, vu le climat de tension qui prévaut autour des municipales dans un certain nombre de communes comme le Plateau. Début octobre, le PDCI avait d'ailleurs exclu temporairement de ces instances une vingtaine de ses cadres jugés trop proches de la coalition au pouvoir. Des cadres qui, pour certains, ont été élus samedi sous la bannière RHDP, parfois contre le PDCI, et dont l'exclusion définitive devrait être examinée lors des assises de ce lundi. À Madagascar, 22 candidats sur 36 ont organisé un meeting commun. Objectif dénoncer des irrégularités et la corruption qui entoure l'organisation de l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. Nous réclamons le nettoyage de la liste électorale parce que cette élection présente trop d'irrégularités. Depuis toujours, on a l'habitude de voir les élections manipulées. Mais cette année, c'est fini. Les Malgaches vont sortir de cette pauvreté et de la corruption. L'exportation illicite des richesses nationales va s'arrêter. Les détournements des deniers publics vont s'arrêter. En Guinée, l'opposition a appelé à 2 journées ville morte, lundi et mardi à Conakry et dans les grandes villes du pays. Cet appel vise à dénoncer des irrégularités quant à l'installation des exécutifs des conseils communaux. Des précisions à travers cet élément. Conakry et les grandes villes guinéennes sont sujettes à 2 journées villes mortes ce lundi et mardi. Initié par l'opposition guinéenne, le mouvement a pour but de dénoncer des irrégularités relatives à l'installation des exécutifs des conseils communaux. L'opposition guinéenne accuse notamment le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, le parti au pouvoir de corruption et de n'installer ces exécutifs qu'au compte-gouttes une fois que les conseils lui sont favorables. Des accusations infondées selon la mouvance présidentielle. Les membres du RPG estiment que ces retards et cette absence de visibilité du calendrier ne leur sont pas imputables. L'opposition se dit en effet frustrée par les irrégularités qui entachent l'installation des exécutifs des conseils communaux. Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, ces irrégularités se font en violation des dispositions légales et surtout de l'accord politique du 8 août 2018.
Le 8 août 2018, opposition et pouvoir avaient signé un accord censé mettre définitivement fin à 6 mois de crise post-électorale. Cet accord de compromis devait ouvrir la voie à l'installation des élus locaux sur l'ensemble du territoire. Au Bénin, le mouvement des jeunes d'Abomey-Calavi engagés pour la paix est monté au créneau. Ces jeunes qui accordent un intérêt particulier aux efforts du gouvernement du président Patrice Talon dans le sens du développement ont toutefois déploré un climat d'incertitude et d'inquiétude qui règne dans le pays. Ils ont appelé le chef de l'État à plus d'écoute et de souplesse pour une réconciliation avec ses anciens alliés, dont le président du patronat, Sébastien Ajavan. On écoute. C'est également le lieu de féliciter le gouvernement actuel pour ses efforts remarquables dans le sens du développement durable de notre pays. Cependant, il ressort tout de même de notre devoir de franchise de faire remarquer également que la gouvernance sous le président Patrice Talon fait régner au sein des populations en général et au sein de la jeunesse en particulier un climat d'incertitude et d'inquiétude. Il y a des faits qui dérangent beaucoup la paix et l'unité nationale. Monsieur le Président de la République, face au contexte actuel, seul votre sens d'écoute et votre souplesse reste la condition sine qua non pour la réconciliation entre votre personne et le président du patronat, M. Sébastien Germain Ajavan. Par ailleurs, nous invitons les diverses forces politiques de la mouvance comme de l'opposition à plus d'esprit critique que l'esprit de critique et invitons également les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les têtes couronnées, les sages et notables à divers niveaux à œuvrer pour la réconciliation effective de ces deux personnalités. La Gambie a lancé ce lundi sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Cette commission devra faire la lumière sur les exactions commises durant les 22 années de pouvoir de Yaya Jammeh et permettre aux victimes de pouvoir enfin s'exprimer. Reportage. Plus de 20 mois après le départ en exil de l'ancien président Yaya Jammeh, la Gambie a lancé ce lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en 2017 par le président Adama Barrow, vont prêter serment finalement ce lundi. Et les audiences publiques de la commission commenceront rapidement après la cérémonie. Présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, Lamine Cissé, la commission comprend 4 femmes, dont la vice-présidente Adélaïde Sossé, et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays. Instituée par une loi adoptée en décembre 2017, la commission dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations. Mais un éventuel jugement de l'ex-président qui a régné pendant 22 ans sur la Gambie paraît encore chimérique. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, Yaya Jammeh s'était largement fait élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. En Ouganda, le président Yoweri Museveni s'est rendu dans le district de Bududa, situé dans l'est du pays. C'est dans cette localité que de fortes pluies ayant entraîné la crue subite d'une rivière a provoqué un glissement de terrain. Le drame a fait 43 morts et un nombre indéterminé de personnes portées disparues, selon un nouveau bilan officiel.
Vêtu d'un uniforme militaire, un bâton de marche à la main, le président Yoweri Museveni s'est rendu ce dimanche sur l'autre rive de la Soumé, où se trouvent les vestiges du village de Wangenwa, détruit jeudi dernier par des rochers emportés par les flots le long de la rivière. Après avoir visité les lieux dévastés, le chef de l'État ougandais s'est adressé à plusieurs centaines d'habitants, dignitaires locaux et volontaires de la Croix-Rouge dans le village de Bukalasi où de nombreuses victimes ont été transportées dans un centre de soins. Nous avons dit de laisser 50 mètres de chaque côté de la rivière, mais les autorités locales ne l'ont pas mis en œuvre. Les gens ne sont pas sensibilisés non plus et nous finissons par perdre des gens dans cette situation. Bâtir près des rives d'un cours d'eau ou près de la falaise, c'est très dangereux. La solution à long terme est de s'assurer que les personnes qui se trouvent dans des zones très dangereuses soient relogées ailleurs, afin qu'elles puissent s'éloigner de ce danger imminent qui peut arriver à tout moment. Plus de 850 personnes ont dû quitter leur domicile à cause de la catastrophe. Le Premier ministre Ruakana Rungunda, qui a annoncé que les recherches de victimes se poursuivent, a revu ce dimanche le bilan du désastre à la hausse. 43, c'est le nombre de morts, mais ils en cherchent encore plus au cas où. Nous espérons qu'il n'y en a aucune autre, aucune qui n'ait pas encore été comptée, mais nous n'excluons pas cette possibilité. Le précédent bilan faisait état de 41 morts et d'un nombre indéterminé de personnes portées disparues. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient été tuées dans cette région montagneuse, située à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya et qui est une zone à haut risque de glissement de terrain. Au Sénégal, le secteur de la justice est paralysé depuis 2 semaines. Aucun document administratif n'est délivré. À travers ce mouvement de débrayage, le personnel de la justice réclame le respect des accords signés avec le gouvernement. C'est un reportage de Tchèque Berthet. C'est vendredi matin, le palais de la justice est encore déserté. Cela fait 2 semaines que le tribunal tourne au ralenti. Greffiers et personnel administratif sont en grève depuis le 1er octobre. Aucun service n'est assuré. Théodore et sa femme sont venus chercher l'acte de naissance de leur fille, mais ils repartent sans le document. Ça nous pénalise parce que déjà c'est une journée de perdu et puis encore il faut payer le transport 2 fois. Et ensuite encore se réveiller, revenir, on ne sait pas s'ils seront en grève de nouveau. Donc ça fait la 2e fois qu'on vient, on ne sait pas la 3e fois si ça va marcher et combien de temps ça prendra aussi. En cause de cette grève, le personnel de la justice dénonce les promesses non tenues par le gouvernement sénégalais, notamment sur la hausse des salaires. C'est la grève la plus longue dans le secteur de la justice. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue entre les deux parties et les 1300 travailleurs de la justice sur l'ensemble du territoire ne sont pas prêts à lâcher le bras de fer. Nous nous attendions à ce que la fin du mois passé, à ce qu'il y ait une augmentation des indemnités, mais à notre grande surprise, rien n'a été fait. Les gens sont révoltés de savoir que de l'argent a été, une enveloppe a été prévue par la loi de finances, votée à l'Assemblée nationale, et que les gens ne veuillent pas procéder à l'exécution de cette loi. Contactés, les autorités judiciaires n'ont pas pu s'exprimer, mais le ministre de la Justice en déplacement s'est dit ouvert au dialogue. Il a quand même affirmé qu'il y aura une ponction sur le salaire des grévistes. La situation risque de perdurer. Les travailleurs de la justice expliquent que la grève pourrait se poursuivre toute cette semaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.